Il y a un côté sombre. Il y a des tentations. Et c'est difficile d'y résister. Deux inspecteurs chevronnés de la police new-yorkaise qui commettent des meurtres. Ils étaient littéralement rémunérés par la mafia. Leurs affaires consistaient à kidnapper des gens et à commettre des meurtres pour la mafia. À ce moment-là, l'immoralité a atteint un niveau que je n'avais encore jamais vu. Ils étaient pourris jusqu'à la moelle. Louis Ippolito avait déjà des liens notoires avec le syndicat du crime. Caracappa était un tueur impitoyable. C'est une association de malfaiteurs qui a duré entre 7 et 10 ans. Ils allaient encore s'en tirer. S'il y a bien une chose que Caracappa ne voulait pas, c'était attirer l'attention. Mais Ippolito, lui, ne pouvait pas s'en empêcher. On a pu monter un nouveau dossier à partir des écoutes téléphoniques et de tous les dossiers sur les anciens meurtres. Et on a retrouvé plusieurs témoins. Résultat, l'enquête a été rouverte. C'est la pire affaire de corruption policière que la ville ait jamais connue. Aujourd'hui, dans Les Diables de l'Amérique, Louis Ippolito et Steven Caracappa, les flics mafieux. New York, décembre 1986. À quelques jours de Noël, un massacre totalement insensé vient mettre un terme brutal à la saison des festivités. Partout, des manifestations éclatent pour protester contre le meurtre de 4 hommes noirs, dont la voiture était tombée en panne dans le Queens. Ils se sont fait agresser puis pourchasser dans les rues par une foule de blancs déchaînés en train de leur hurler des insultes racistes. L'une des victimes, Michael Griffiths, a traversé une route près de Ward Beach pour échapper à ses agresseurs et s'est fait faucher par une voiture. Here primarily because of the tragic nature of the outbreak of racial violence, which is an aftermath of racial prejudice, which is a part of this country. Très vite, la tuerie de Ward Beach met tout le pays en émoi. Quand soudain, 5 jours plus tard, en plein Noël, un autre innocent perd la vie. Sauf que cette fois, personne ne sait pourquoi. C'était le jour de Noël. Il y avait ce jeune homme qui venait d'avoir une voiture toute neuve et qui était en train de la montrer fièrement à son oncle. Ils étaient assis à l'intérieur. Puis l'oncle raconte qu'ils ont vu une voiture s'approcher lentement. Mais ils n'y ont pas vraiment prêté attention. Il n'y avait pas de raison. La voiture s'est approchée et ils se sont fait mitrailler. La fusillade se produit à une dizaine de kilomètres à peine de Ward Beach, dans un quartier de Brooklyn baptisé Windsor Terrace. Le jeune homme s'appelait Nicolas Guido, dit Nicky. Il avait 26 ans. De toute évidence, c'était un coup de la mafia. Souvent, il arrive que les policiers ferment les yeux quand des mafieux se tuent entre eux. Mais après enquête, il s'est avéré que le jeune homme n'avait absolument rien à voir avec ce monde-là. La fusillade ne fait pas pour autant la une de l'actualité, qui est encore dominée par la tuerie de Ward Beach. Mais cette mystérieuse affaire de meurtre fait tout de même le tour des services de police new-yorkais, en particulier auprès des inspecteurs qui enquêtent sur le crime organisé. Au début de l'enquête, on a découvert qu'environ un mois avant le meurtre, un policier de New York avait saisi le mauvais Nicky Guido dans la base de données du renseignement criminel des services de police. Un policier a donc rentré le nom de Nicolas Guido dans le système informatique. Et d'une manière ou d'une autre, ce nom a atterri entre les mains des assassins. Sauf qu'il y a un petit problème. C'était pas le bon Nicky Guido. Le bon Nicolas Guido se planquait à Palm Harbor, en Floride. Et ce Nicolas Guido-là aurait des liens avec la mafia. On le soupçonnait d'être un associé de la famille Gambino.
et d'avoir participé à une tentative de meurtre. Voilà qui était Nicky Guido. Il faudra des années aux enquêteurs pour résoudre le mystère de la fusillade de Noël. Grâce à un faisceau d'indices, de preuves et de témoignages de première main, ils finiront par remonter jusqu'aux deux hommes qui portent l'uniforme et l'insigne. Les flics les plus corrompus que la police de New York ait jamais compté dans ses rangs. Plus connus sous le nom de flics mafieux, un surnom qu'ils se sont eux-mêmes attribué, ils s'appellent Louis Ippolito et Steven Caracappa. Caracappa occupait un poste très prestigieux au sein de la police. Il était inspecteur divisionnaire, qui est le grade le plus élevé parmi les inspecteurs. Grâce à sa brigade, qui est en charge des affaires prioritaires, Steven Caracappa dispose donc d'un accès incroyable aux informations de tous les services de police. Les informations de la police, du FBI, concernant les enquêtes, les écoutes, les informateurs. Caracappa était droit dans ses bottes, très calme, très discret. Il ne parlait presque jamais. Bref, il faisait peur. Il avait le visage émacié, la silhouette fine, le regard bleu acier, qui semblait vous transpercer, et il ne souriait jamais. En revanche, son complice, l'inspecteur Louis Ippolito, est un vrai moulin à paroles et affiche un sourire quasi permanent. Ippolito et Caracappa, c'était le jour et la nuit. À tous les niveaux, physiquement, moralement et même intellectuellement. Ippolito était un personnage haut en couleur. D'après tous ses collègues de la police, c'était un vrai bout en train. Il ressemblait à un tueur de Brooklyn, un type balèze, très costaud. Plus jeune, il avait un physique à soulever des camions. Il avait vraiment la panoplie complète. Le costume, les bagues, les chemises aux couleurs criardes. Toujours blagueur et de bonne humeur. Alors que Caracappa était sérieux comme un pape. Parfois renfrogné même. Et au niveau intellectuel, on a l'impression que c'était plutôt Caracappa le cerveau des opérations. Malgré leurs différences, les deux policiers font vraiment la paire. Ils sont comme deux dépipés au service de la mafia. Aujourd'hui, on a la preuve que messieurs Ippolito et Caracappa faisaient affaire ensemble depuis des années. Ces affaires consistaient, entre autres, à vendre des informations au syndicat du crime, mais aussi à kidnapper des gens et à commettre des meurtres pour lui. Il y a eu des dizaines d'enquêtes qui ont échoué et des dizaines de gens qui ont été tués à cause des informations qu'ils ont vendues. Entre le moment où ils se sont rencontrés et sont devenus coéquipiers en 1979 et le moment où ils ont pris leur retraite une dizaine d'années plus tard, Steven Caracappa et Louis Ippolito auraient empoché des centaines de milliers de dollars chacun en travaillant pour la mafia. On ne parle pas de flics qui acceptent un bakchich de 100 $ pour fermer les yeux. On parle d'un des cas d'abus de confiance les plus choquants qu'on ait jamais vus. Deux inspecteurs chevronnés de la police new-yorkaise qui commettent des meurtres. On ne peut pas imaginer pire. Le fait de porter l'uniforme leur permet d'accomplir leurs méfaits en toute impunité et leur facilite même la tâche. Novembre 1990. Sur la Belt Parkway, la voie rapide qui relie Brooklyn au Queens. Un automobiliste a aperçu le gyrophare de la police dans son rétroviseur et il s'est dit « bon sang » et il s'est rangé sur le côté. Il a dû voir aussi dans son rétroviseur les deux portières s'ouvrir et les deux policiers sortir avec leur arme à la main. Il y en a un qui est resté en retrait et l'autre qui s'est approché. C'était la procédure habituelle de la police new-yorkaise. L'automobiliste en question est un homme de main de la famille Gambino. Il s'appelle Eddie Lino. Le policier en uniforme s'est approché de lui, Lino a dû se tourner pour dire bonjour et bam. D'après moi, il ne s'attendait pas à se faire assassiner comme ça. À bout portant, vous imaginez. Il faut du cran pour faire ça devant toutes les voitures qui passent. C'est sans aucun doute
Les deux êtres humains les plus ignobles à avoir jamais porté l'uniforme de la police new-yorkaise. Septembre 1990, Martin Scorsese dévoile son chef-d'œuvre sur la mafia, Les Affranchis. Le film sera nommé 6 fois aux Oscars et compte au moins un vrai gangster parmi ses figurants. Un homme particulièrement doué pour jouer un rôle. Un policier de New York qui travaille aussi pour la mafia. Louis Ippolito. Avec son complice, l'inspecteur Steven Caracappa, ils forment le fameux duo des flics mafieux. Caracappa ne prononçait jamais un mot plus haut que l'autre. Et il fuyait la lumière des projecteurs. Alors qu'Ippolito, lui, adorait ça. Il voulait être connu, il voulait faire des films. Ippolito écrivait des scénarios. Il essayait de percer. Il a joué des petits rôles dans des films sur la mafia. On l'aperçoit dans Les Affranchis. Louis Ippolito est taillé pour le rôle. À vrai dire, cela fait longtemps que le crime organisé coule dans les veines de ces deux flics mafieux. Louis Ippolito avait déjà des liens notoires avec le syndicat du crime. Son père était un associé de la famille Gambino, un célèbre gang de criminels. Son oncle et son cousin ont même été membres du gang. Son grand-père se faisait appeler Diamond Lou. Il avait un lien avec le plus grand nom du crime organisé à l'époque, Lucky Luciano. C'était son bijoutier. Louis Ippolito reconnaît lui-même qu'il a appris les bases du métier à l'âge de 12 ans, entraînant dans le bar de son père, le Grand Mark, dans le quartier de Bedford-Stuyvesant, à Brooklyn. Certains disent que l'établissement était un point de ralliement pour les affranchis. Dans ce quartier où on a grandi, tout le monde se connaissait. Tout le monde avait un cousin ou un oncle. Mon père travaillait au dock, qui était sous le contrôle de la mafia à l'époque. On savait très bien ce qui s'y passait, mais bon, on le gardait pour soi. Avec sa personnalité truculente, difficile d'imaginer Louis Ippolito garder les choses pour lui. Déjà enfant, il avait un sacré tempérament. Il souffrait de rhumatisme articulaire aigu, mais il s'est battu pour s'en sortir, en partie grâce à la musculation. Ippolito était un type costaud, bien bâti et large d'épaules. Il faisait du bodybuilding. En 1967, son physique herculéen lui vaut même le titre de Mister New York. Moins d'un an plus tard, son père meurt brusquement d'une crise cardiaque dans son sommeil. Pour son père, qui s'était toujours trouvé du mauvais côté de la loi, il était impensable qu'on puisse avoir envie de devenir flic. Pourtant, après sa mort, Louis a décidé d'entrer dans la police. Quand on voit d'où il vient, on se demande bien comment il a pu avoir le boulot. Sa famille était quand même en cheville avec la mafia. Son père détestait les flics. Plusieurs membres de sa famille avaient fait de la prison. Louis Ippolito n'a pas cherché à dissimuler le fait que toute sa famille était liée au Gambino, donc au syndicat du crime. Il l'a même écrit en toutes lettres dans son dossier d'inscription. Il n'y avait rien dans son passé qui permette de dire « Tiens, voilà quelqu'un qui a le profil idéal pour devenir flic ». La remarque est tout aussi valable pour son futur coéquipier, Steven Caracappa, un vétéran de la guerre du Vietnam. Caracappa était un immigré sicilien de la première génération. Il avait été condamné pour le cambriolage d'un magasin avant d'intégrer la police. En toute logique, on peut penser qu'à une autre époque et dans un autre contexte, aucun des deux n'aurait pu décrocher un boulot au sein de la police de New York. Mais à cette époque-là, les services de police new-yorkais sont en sous-effectif. Parmi les hommes qui auraient eu le profil, beaucoup étaient partis se battre au Vietnam. Alors la police de New York a commis une grosse erreur. Elle a revu à la baisse ses critères de qualification à l'embauche. Ils avaient du mal à recruter à cause du Vietnam.
Les gens ne voulaient pas être assimilés au gouvernement. Ils remettaient en cause les valeurs et les fondements de la société. Dans les années 60, il y avait plein de jeunes idéalistes qui arrivaient dans l'espoir de réformer l'organisation. Et il était facile de passer à travers les mailles du filet. Ça a été particulièrement vrai pour la promotion de 1969, celle de Louis Ippolito et de Stephen Caracappa. Beaucoup de gens se disaient que les critères avaient été assouplis et que des individus qui, en temps normal, n'auraient probablement pas été pris dans la police, avaient réussi à s'y frayer un chemin. Dès sa première année d'activité, Louis Ippolito est confronté à 2 fusillades. Et dans le 63e district de Brooklyn, il bat le record d'arrestations effectuées par une nouvelle recrue. Dans les années 70 et jusque dans les années 80, la ville de New York était l'une des plus dangereuses en termes de criminalité. Vols, viols, cambriolages, vols aggravés et bien sûr homicides. De son côté, Stephen Caracappa est aussi en train de se faire un nom. En 1977, il est promu inspecteur et 2 ans plus tard, il rencontre son futur complice au sein de la brigade anticriminalité. Ils se connaissaient depuis leur affectation dans cette brigade de Brooklyn, à la fin des années 70. Par la suite, ils n'ont plus jamais travaillé ensemble, sur les mêmes missions. Mais il y avait entre eux une espèce d'émulation qui a fini par donner naissance à cette alliance contre nature. Ils étaient pourris jusqu'à la moelle. Ils ont sali leurs fonctions et ils ont consciencieusement sapé tous les fondements de la police new-yorkaise. En 1973, le comédien Al Pacino immortalise Frank Serpico, un policier en civil qui risque sa vie pour dénoncer la corruption au sein de la police new-yorkaise. Le film, intitulé Serpico, est réalisé par Sidney Lumet et sera nommé 2 fois aux Oscars. Serpico marque la fin d'une époque. Celle du flic qui fait sa tournée et qui s'arrête au resto pour casser la croûte et toucher son bakchich hebdomadaire. Tout ça, c'était fini. Pourtant, alors que le nom de Frank Serpico est sur toutes les lèvres, les 2 inspecteurs de la police new-yorkaise, Louis Ippolito et Stephen Caracappa, choisissent de naviguer à contre-courant en battant tous les records de corruption. À l'époque où ils sont devenus des professionnels chevronnés, la police de New York a mis en place un système d'inspection. On pensait que ça réglerait les problèmes, mais la mafia savait s'y prendre pour corrompre les policiers. Dans le cas des flics mafieux, force est de reconnaître que la mafia n'a pas eu besoin de forcer beaucoup la main. La famille d'Ippolito était liée aux Gambino, une famille de criminels. Donc il a dû se faire violence, lutter contre ses penchants. Ses collègues se sont toujours méfiés de lui à cause de son entourage. Et en 1984, les choses ont commencé à se gâter. Le FBI menait une enquête sur Rosario Gambino, qui était un des neveux de Carlo Gambino, le chef du clan. Rosario Gambino se fait arrêter après avoir tenté de vendre de l'héroïne à un policier en civil. Au moment de l'arrestation de Rosario, la police a perquisitionné sa maison et y a trouvé un rapport ultra confidentiel de la police new-yorkaise. Une semaine plus tard, Louis Ippolito est appelé à comparaître devant les inspecteurs généraux. Les policiers ont trouvé une enveloppe en papier kraft. À l'intérieur, il y avait un rapport de police confidentiel qui ne pouvait provenir que des fichiers de la police new-yorkaise. Ils ont relevé les empreintes digitales sur le document. C'était celle d'Ippolito. Il a été mis en examen, non pas par l'autorité judiciaire, bizarrement, mais en interne, pour avoir transmis un rapport confidentiel à un membre de la famille Gambino. J'aime bien me projeter dans la tête des gens. Qu'est-ce qu'Ippolito a bien pu se dire à ce moment-là? Il l'avait attrapé, c'était fini. Étant donné le passé et la réputation d'Ippolito, plus la preuve irréfutable de ses empreintes sur le document, les autres policiers pensaient qu'il allait être condamné et démis de ses fonctions.
Il a été acquitté par les inspecteurs généraux. Même encore aujourd'hui, ce verdict reste une énigme pour tout le monde. Il ne pouvait pas s'empêcher de la ramener. Il racontait une histoire à dormir debout à laquelle personne ne croyait. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il a été transféré dans le sud de Brooklyn, dans un district où vivaient tout un tas de criminels de la mafia. C'était un peu comme introduire un coq dans un poulailler. Je pense que la police de New York, du moins à l'époque, n'était pas prête à voir les choses en face. En effet, la police préfère balayer l'incident sous le tapis, quitte à ce qu'il revienne un jour hanter la ville de New York et ses forces de l'ordre. D'ailleurs, les flics mafieux ne tardent pas à recevoir une offre qu'il est impossible de refuser. Tout commence avec un homme nommé Burt Kaplan. Burt Kaplan était un personnage, comment dire, incontournable du crime organisé à New York. Il était juif, donc il n'a jamais pu devenir un affranchi, mais il a quand même réussi à faire fortune. Kaplan était un homme extrêmement brillant, méthodique et travailleur, dont le principal talent était de refourguer des objets volés. Il avait un magasin de vêtements et il côtoyait toujours des types de la mafia. Kaplan a fait un petit séjour au pénitencier d'Allenwood, en Pennsylvanie, qui est un peu considéré comme le clubhouse de la mafia américaine. Là-bas, il s'est lié d'amitié avec un certain Frank Santora, un subalterne de la famille Gambino, qui s'avérait être aussi le cousin de l'inspecteur Ippolito. Frank Santora, plus connu sous le nom de Junior, a été le garde du corps de Jimmy Ippolito, l'oncle affranchi de Louis. Santora était un type costaud et un dur à cuire. À Allenwood, il veillait sur Kaplan qui était plutôt chétif. Une fois dehors, Santora a dit à Kaplan qu'un de ses cousins, qui était inspecteur de police à New York, avait un collègue à un poste hautement stratégique et que les deux avaient envie de travailler pour la mafia. Monsieur Kaplan a d'abord dit non. Il ne voulait pas collaborer avec des policiers. Mais un jour, après avoir participé à une arnaque financière, il a acquis la conviction qu'un de ses complices allait se mettre à table et le dénoncer à la police. Février 1986. Burt Kaplan accepte l'offre de Frank Santora et engage Louis Ippolito et son collègue Steven Caracappa. La cible est un bijoutier du nom d'Israel Greenwald. Un matin, à Brooklyn, Israel Greenwald se rendait au travail quand une voiture de police avec le gyrophare allumé lui a demandé de s'arrêter. Greenwald était d'un naturel calme et posé, tout à fait docile avec la police. Les policiers lui ont demandé de les suivre. Il y avait eu un cambriolage et ils avaient besoin de lui pour une séance d'identification. C'est la dernière fois qu'Israel Greenwald sera aperçu. Ils l'ont emmené dans un parking couvert de Brooklyn, où Frank Santora les a rejoints. Ils l'ont mis dans un box, lui ont attaché les mains dans le dos, l'ont fait s'agenouiller et lui ont tiré une balle dans la nuque. Grâce à cette opération, Louis Ippolito et Steven Caracappa se partagent 25 000 $. Et surtout, s'offrent une carte de visite auprès de la mafia. Flic à louer. Et pour vous montrer qu'il n'y avait vraiment aucun code d'honneur entre malfrats, Kaplan a offert un bonus de 5 000 $ à Santora pour le contrat, parce qu'il était très satisfait du résultat. Et Santora n'en a jamais fait profiter ni Ippolito, ni Caracappa. Les deux flics mafieux n'ont pas forcément besoin de cet argent, car 1986 va être une année très faste pour eux. C'est une association de malfaiteurs qui a duré entre 7 et 10 ans. Et quand on voit le nombre d'enquêtes qui ont été sabotées et le nombre de personnes qui se sont fait assassiner ou qui ont failli se faire assassiner, on peut affirmer sans exagérer que c'est la pire affaire de corruption policière que la ville ait jamais connue. Septembre 1986. Anthony Casso, un des bras droits de la famille Lucchese, échappe de justesse à une tentative de meurtre.
Il demande alors à Burt Kaplan de l'aider à retrouver ses agresseurs. Casso a payé Kaplan pour qu'il fasse jouer ses contacts. Et à l'époque, ses contacts, c'était Santora. Et donc, par extension, Ippolito et Caracappa. Les flics mafieux donnent à Burt Kaplan les noms de deux associés supposés de la famille Gambino, Nicholas Guido et James Heidel. James Heidel, dit Jimmy, était un type que Casso avait connu dans la rue. En fait, quand Kaplan a donné son nom la première fois, Casso ne l'a pas pris au sérieux. Mais Kaplan a fini par le convaincre que l'info était parfaitement fiable puisqu'elle venait de deux flics qui étaient au parfum. Les flics mafieux se rendent d'abord chez Jimmy Heidel. Ippolito et Caracappa sont allés chez sa mère et lui ont demandé où se trouvait Jimmy. Puis ils ont fini par le retrouver dans le quartier. Ils l'ont balancé dans le coffre de leur voiture et l'ont livré à Casso. Et c'est lui ensuite qui a amené Heidel dans sa cave où il l'a torturé et assassiné. Après ça, M. Casso est allé demander à M. Kaplan s'il pouvait retrouver Nicky Guido pour lui. Le 11 novembre 1986, les flics mafieux font une erreur qui ne sera découverte que des années plus tard. Steven Caracappa consulte la base de données de la police pour se renseigner sur Nicholas Guido. Mais il tombe sur un homonyme. C'est ainsi que la mystérieuse fusillade de Noël est devenue une affaire non résolue. Mais les flics mafieux ne vont pas en rester là. Il y avait plein d'enquêtes au cours desquelles les informateurs se faisaient assassiner. Et la police se demandait comment c'était possible. En 1992, Harvey Keitel joue dans Bad Lieutenant. Le film raconte quelques jours dans la vie d'un flic totalement corrompu de la police new-yorkaise, un loup solitaire qui est esclave de ses addictions. Mais dans la réalité, c'est toute la police qui est éclaboussée par l'argent de la corruption. Il y avait de la corruption parce qu'il y avait beaucoup d'argent pour arroser les flics et que certains d'entre eux acceptaient. Mais la plupart refusaient les pots de vin. À la fin des années 80, Louis Ippolito et Steven Caracappa touchent pas moins de 2 salaires tous les 2 mois. Celui de la police et celui de la mafia. D'où leur surnom de flics mafieux. Ippolito et Caracappa étaient littéralement comptabilisés dans les effectifs que la mafia rémunérait. Ils touchaient 4 000 $ par mois pour collecter toutes les infos possibles sur le crime organisé et les transmettre à la mafia. Ils augmentent même leurs revenus le jour où ils acceptent de se salir les mains. Ils ont été payés 25 000 $, puis 35 000, puis 75 000, pour 3 contrats successifs. Et leurs crimes sont restés impunis pendant plus de 10 ans. Les flics mafieux finissent par prendre leur retraite de la police, mais ils n'échapperont pas pour autant à la justice. À ce moment-là, l'immoralité a atteint un niveau que je n'avais encore jamais vu. Ils avaient allègrement dépassé les bornes, il fallait qu'on règle ça. Les soupçons qui pèsent sur les inspecteurs Ippolito et Caracappa finissent par se confirmer le jour où l'un d'entre eux se met à rechercher les honneurs. Ippolito a écrit un livre, Mafia Cop. Ça a contribué à déclencher la réouverture de l'enquête sur son collègue et lui. Il y racontait ses exploits d'inspecteur avec Caracappa, comment ils avaient combattu le crime avec brio. Caracappa était furieux qu'Ippolito ait publié une photo de lui dans son livre. En 1992, le livre sort en librairie et Louis Ippolito va en faire la promotion sur le plateau de télévision de Sally Jessy Raphael. Il avait un orgueil démesuré. C'était plus fort que lui. Il voulait à tout prix être sous le feu des projecteurs. Betty Heidel, la mère de Jimmy, était une grande fan de Sally Jessy Raphael. Devant l'émission, elle s'est dit « Je connais cet homme. Il est venu chez moi le jour où Jimmy a disparu. » Elle se souvenait de son visage et elle a immédiatement contacté le bureau du procureur de Brooklyn. L'affaire était classée.
Elle était dans un carton quelque part sur une étagère et elle serait sûrement tombée dans l'oubli si Betty Heidel n'avait pas zappé sur l'émission de Sally Jessy Raphael. Elle n'en croyait pas ses yeux. Ça a été le branle-bas de combat. Résultat, l'enquête a été rouverte. Mais pendant plusieurs années, ça ne mène nulle part. En 1993, Anthony Casso se fait arrêter. Les chefs d'accusation vont de l'association de malfaiteurs jusqu'au meurtre. Il se met alors à dénoncer ses camarades de la mafia et ne tarde pas à évoquer l'existence des flics mafieux. Casso était cinglé. Les autres types de la mafia avaient vraiment peur de lui. Finalement, les procureurs fédéraux ne l'ont pas cité comme témoin parce qu'ils ne le trouvaient pas suffisamment fiable. De plus, il n'avait jamais rencontré Ippolito et Caracappa en personne. Il y avait toujours eu un intermédiaire entre eux et lui. L'intermédiaire en question, c'est le gars brillant qui n'a jamais pu devenir un affranchi. Le chaînon manquant, c'était Burt Kaplan. Comme Casso avait été déclaré peu fiable par le gouvernement fédéral, il fallait s'assurer la coopération de Kaplan. En 1996, Kaplan se fait arrêter pour détention de stupéfiants et condamné à 27 ans de prison. Et à l'époque, il n'est déjà plus tout jeune. J'ai des amis haut placés dans le gouvernement qui m'ont dit « il ne coopérera jamais ». C'est un dur à cuire, un récalcitrant, une tête de mule. Il ne cédera jamais. Pour moi, qui ai passé les 15 premières années de ma carrière à interroger des gens et à leur soutirer des informations, c'était le défi suprême. Au moment de son incarcération, Burt Kaplan garde le silence. Il refuse de coopérer, malgré sa lourde condamnation et le fait qu'il risque de finir sa vie derrière les barreaux. Pendant que leur intermédiaire est en train de croupir en prison, les flics mafieux mènent la grande vie. Après sa retraite, Ippolito s'est installé à Las Vegas. Peu de temps après, Caracappa a aussi pris sa retraite et déménagé à Las Vegas. Ils vivaient l'un en face de l'autre. C'était complètement stupide. S'il y a bien une chose que Caracappa ne voulait pas, c'était attirer l'attention. Mais Ippolito, lui, ne pouvait pas s'en empêcher. Vivre à Las Vegas, jouer le rôle d'un flambeur, faire croire aux gens qu'il était producteur de cinéma. Ils passent ainsi plus de 10 ans sans être inquiétés. Mais en 2004, les enquêteurs décident de retenter leur chance auprès de Burt Kaplan. On nous a installés dans une petite pièce de 2 mètres sur 3, avec juste un bureau et des chaises. Puis cet homme d'un certain âge, avec des lunettes à grosse monture noire, est arrivé et nous a dit « J'aimerais vraiment vous aider, mais je n'ai rien à dire. Je vais vous faire perdre votre temps et vous allez me faire perdre le mien. » Puis il s'est dirigé vers la porte et j'ai dit « Monsieur Kaplan, si vous me garantissez que ces 2 types n'ont rien à voir avec le meurtre de ce pauvre gamin, Nicky Guido, je vous donne ma parole que je ne reviendrai plus jamais vous embêter. » Il est devenu rouge comme une tomate. C'était impossible de ne pas le remarquer. Puis il est revenu vers moi. J'ai vraiment cru que sa tête allait exploser. Burt Kaplan a beau avoir passé toute sa vie dans le milieu de la pègre en gardant toujours le silence. Ce jour-là, il est prêt à passer aux aveux. Il avait beaucoup maigri. Sa santé s'était dégradée. Et sa fille était en train d'adopter un enfant. Il allait devenir grand-père pour la première fois. Toutes les valeurs qu'il avait défendues jusque-là, l'omerta, le code d'honneur, tout ça s'était désagrégé. Dès que Kaplan s'est mis à coopérer, on a pu monter un nouveau dossier à partir des écoutes téléphoniques et de tous les dossiers sur les anciens meurtres. Et on a retrouvé plusieurs témoins. Les policiers appellent aussitôt leurs homologues à Las Vegas. Les inspecteurs ont demandé à quelqu'un qu'ils connaissaient à Las Vegas de passer en voiture devant la maison, juste pour voir s'il remarquait quoi que ce soit de particulier. Et il y avait un véhicule garé devant, avec la plaque d'immatriculation d'un dealer notoire.
Convaincus que les flics mafieux sont toujours en activité, même s'ils ne portent plus l'uniforme, la police les arrête le 9 mars 2005. Tout se passe sans incident. Les deux hommes étaient en route pour aller déjeuner dans un restaurant de Las Vegas. Heureusement qu'ils ont continué leurs activités criminelles à Las Vegas pour qu'on puisse les relier aux anciennes affaires. On avait des preuves irréfutables. À eux deux, ils formaient une véritable entreprise criminelle, toujours en activité. Et c'est grâce à ça qu'on a pu les attraper. Louis Ippolito et Steven Caracappa sont mis en examen pour racket, entrave à la justice, extorsion de fonds, 8 chefs d'accusation de meurtre et complicité de meurtre. En perquisitionnant la maison d'Ippolito, la police a trouvé un arsenal qui aurait suffi à renverser le gouvernement d'un petit pays. Il n'y avait pas moins de 114 armes à feu, dont 5 fusils d'assaut et un fusil à canon scié. Mais le plus intéressant était sans doute un calibre 38 à canon court, sur la crosse duquel était gravé « Lou Ippolito, Mafia Cop ». On avait plein de preuves tangibles. Mais le hic, c'est que les affaires dataient d'il y a très longtemps. Est-ce qu'on pouvait monter un dossier qui tiendrait la route devant un tribunal? Mars 2005. Plus de 10 ans après avoir pris leur retraite de la police new-yorkaise, les inspecteurs Louis Ippolito et Steven Caracappa sont arrêtés comme de vulgaires criminels et mis en examen pour leurs activités mafieuses. Ils ont enfreint la première règle du code criminel, à savoir être un criminel. Se regarder dans la glace le matin et se dire « je suis un criminel ». On n'en fait pas un bouquin. Le livre Mafia Cop, l'histoire d'un flic honnête dans une famille de mafieux, a été coécrit par Louis Ippolito et contient des photos de lui et de son coéquipier Steven Caracappa. Si l'ouvrage ne révèle aucune information compromettante, il attire néanmoins l'attention sur le duo et permet de mettre un nom sur leur visage. C'était un crétin, bête comme ses pieds. Après leur arrestation, Steven Caracappa fait lui aussi le tour des médias pour prendre ses distances vis-à-vis de son ancien coéquipier et proclamer son innocence. I love the police department. I couldn't kill anybody. I shot a guy once on a job and I still think about it. Caracappa était un tueur impitoyable. Un homme extrêmement dur. On m'a demandé de le représenter et j'ai dit oui. Le procès des flics mafieux commence un an, presque jour pour jour, après leur arrestation. Le tribunal était plein à craquer. Et à l'ouverture du procès, je me suis amusée comme jamais. Parce que c'était une affaire vraiment extraordinaire, avec des crimes vraiment spectaculaires qui intéressaient énormément de gens. Donc, j'ai pris le temps de montrer un par un les portraits de tous les hommes qui avaient été assassinés, en insistant sur le fait que les deux prévenus avaient juré de protéger les citoyens de la ville de New York. En fait, ils avaient commis tous ces meurtres par simple appât du gain. Les deux prévenus sont jugés par la Cour fédérale selon la procédure RICO, la loi sur les organisations mafieuses et la corruption. Ils sont accusés essentiellement d'avoir formé une entreprise criminelle qui est toujours en activité. C'était une procédure RICO typique. Le chef d'accusation de racket a été utilisé parce que les infractions autonomes d'homicide volontaire ne faisaient pas ou ne pouvaient pas faire l'objet de poursuites judiciaires par l'État. Donc, elles ont été requalifiées en infractions autonomes de racket, mais aussi de kidnapping, d'entrave à la justice et de blanchiment d'argent. Pour l'accusation, la clé de l'affaire est l'intermédiaire, l'homme qui faisait le lien entre les deux policiers corrompus et la mafia. Burt Kaplan était le témoin le plus important du procès. Je me souviens très clairement du jour où il est venu témoigner à la barre. Ça ne faisait pas 5 minutes qu'il avait commencé que le procureur lui a demandé « Qu'avez-vous fait avec les prévenus ?» Sous-entendu, les flics mafieux. Et il a répondu « Je les ai payés ». Ces mots ont résonné dans toute la salle d'audience. Il y avait un silence de mort. Il avait 72 ans au moment de son témoignage. Il avait d'énormes problèmes de santé. Il perdait la vue. Mais il était très réfléchi. Il pesait chacun de ses mots. On avait vraiment l'impression qu'il était venu là pour tout avouer.
Quand on regardait Ippolito et Caracappa, leurs réactions physiques, on pouvait presque les voir se décomposer en direct. C'était un témoignage tellement fort. Comment douter de ces paroles? Tous les faits concordaient, tout s'imbriquait à la perfection. C'était impossible d'imaginer qu'une telle histoire ait pu être inventée de toutes pièces. Dans l'affaire du meurtre d'Israel Greenwald, un témoignage vient tout corroborer. C'est celui d'un gardien de parking qui, sous la menace, a dû aider à enterrer le corps 20 ans plus tôt. Ils l'ont forcé à creuser la tombe où ils ont jeté le corps d'Israel Greenwald. Mais comme c'était des flics, il était terrorisé. Il ne pouvait pas aller voir la police et dire « Au secours, j'ai été mêlé à un meurtre ». Il a dû vivre avec ça pendant 20 ans. Et quand les inspecteurs l'ont interrogé, on a vu sur son visage l'énorme soulagement de pouvoir enfin avouer ce qu'il avait fait ce jour-là. C'était incroyable. Le gardien de parking est venu à la barre. Il a dit « J'ai creusé le trou et ils ont jeté le corps dedans ». Le procureur a demandé « Est-ce que vous voyez ici les deux hommes qui vous ont braqué une arme dessus et forcé à creuser ce trou ?» Et il a montré Ippolito et mon client Caracappa. C'est eux. Alors j'ai dit à mon confrère de la défense « Ça va être compliqué cette affaire ». Le procès dure moins de 3 semaines et le jury délibère à peine 10 heures avant de rendre son verdict. Coupable de tous les chefs d'accusation. Au moment du verdict, Caracappa est resté de marbre. Ippolito a à peine bougé. Et c'était fini. Du moins, jusqu'à ce que le verdict soit rejeté. Le juge Weinstein a estimé que l'association de malfaiteurs avait pris fin en 1993, au moment où la relation entre messieurs Caracappa et Ippolito, qui consistait à transmettre des informations confidentielles de la police à la mafia, avait pris fin elle aussi. Le juge a expliqué que comme les faits étaient prescrits, il rejetait le verdict. Ils allaient encore s'en tirer. On soupçonne alors le procès d'avoir été truqué. L'accusation fait appel de la décision du juge et gagne. La Cour d'appel a estimé que le jury avait eu raison. L'association de malfaiteurs avait bien duré jusqu'à leur arrestation en 2004. Ils ont continué leurs activités criminelles à Las Vegas. C'est grâce à ça qu'on a pu les attraper. La Cour d'appel a rétabli le verdict du jury. Louis Ippolito est condamné à la réclusion à perpétuité, assorti d'une peine de 100 ans. Steven Caracappa est également condamné à la perpétuité, plus 80 ans. Et ils doivent tous les deux payer une amende de plus de 4 millions de dollars. Ça correspond au meurtre de 10 personnes, mais je suis sûr qu'ils en ont une vingtaine. Je pense qu'ils ont commis plein d'autres crimes qui n'ont jamais été révélés. On a vu que la partie émergée de l'iceberg. On ne saura jamais ce qui était caché dessous. En 2017, Steven Caracappa meurt d'un cancer derrière les barreaux. Quant à Louis Ippolito, il continue de clamer son innocence. Il y a un côté sombre. Il y a des tentations. Et c'est difficile d'y résister. Dieu merci, il y a aussi des gens qui font attention, qui essaient de garder une police irréprochable et qui se débarrassent de ceux qui pourraient basculer. Ces types étaient des crapules. De la racaille, comme on dit dans la police. Des rebuts de l'humanité et de vraies ordures. Bien au-delà des frontières du mal. Ippolito et Caracappa sont sans aucun doute les deux êtres humains les plus ignobles à avoir jamais porté l'uniforme de la police new-yorkaise.